せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Et salut tout le monde, aujourd'hui, comme l'an dernier, on va se retrouver pour un petit top et flop de fin d'année. Donc là, vous êtes dans la vidéo top, et comparé à l'an dernier, bah, cette fois-ci, je suis tout seul. Mais qui a besoin d'amis quand on a des bons films sous la main, et on va commencer avec les films qui sont pas dans le top, et ça se passe en 4 catégories. Premièrement, les films dont je me fous. Faut pas déconner, je veux bien faire des efforts, mais j'ai fini ma liste de films hier soir, j'allais pas m'encombrer plus que ça. Deuxièmement, les films que j'ai ratés. Donc là, il y a 3 films que j'ai ratés, à savoir Les Bonnes Manières, le remake de Suspiria, et The House That Jack Built. Mais oui, mais je n'aime pas aller au cinéma, moi. Je n'aime pas voir les gens. En troisième, les films qui sont pas encore sortis en France, puisque je calque mon calendrier de films à voir sur telle année, sur les dates de sortie françaises. À savoir pour le coup Border qui va sortir le 4 janvier. Et Slaughterhouse Rules qui est le nouveau Simon Pegg et Nick Frost, qui est sorti chez le confrère anglophone en août, et bordel de merde, pourquoi il sort pas chez nous? Et en dernier, les films qui sont repoussés ou possiblement annulés, ce qui est probablement le cas d'un film que j'attends qui est The Onania Club, qui nous vient du réal de Human Centipede et que j'attendais parce que le trailer m'avait plutôt intrigué, puisqu'il mettait en scène des bonnes femmes qui se touchaient allègrement devant les attentats du 11 septembre. Ça va vous? Moi ça va. Pas de problème, cet homme est fou. Et il me semble que c'est à peu près tout, donc on va pouvoir passer au classement, mais d'abord quelques petites mentions honorables quand même. Je vous ai encore sélectionné 5 films quand même hors classement, à savoir The Devil on Favor Amort, qui est en fait un documentaire, un documentaire Netflix, qui est fait du coup par le réal originel de l'Exorciste en fait, qui part à la rencontre d'un prêtre exorciste en fait, et moi c'est un truc qui me fascine un petit peu, comme ça doit être le cas de beaucoup de gens. C'est un documentaire assez intéressant, mais je me pose quand même la question, c'est présenté vraiment comme un truc réel, mais je me pose quand même la question de... Est-ce que c'est quand même pas un minimum mise en scène, parce que... Bon, je veux bien que la meuf elle pète des câbles quand on lui jette de l'eau médite et tout dessus. J'ai pas trop cherché en vrai, c'est peut-être le cas, peut-être que ça l'est pas, j'ai pas trop fait de recherche là-dessus. C'est le doute a fait qu'il y a un blocage, que voilà, je veux bien admettre que bon, on lui jette de l'eau bénite, la meuf elle devient tarée, on lui récite des prières, elle devient tarée, des psaumes, elle devient tarée. De là à ce qu'elle change de voix, sa grosse mère. Voilà. Toujours dans les mentions honorables, j'ai mis Death Wish parce que c'est vrai, un top de l'année sur la chaîne de Label Orange, sans un film avec Bruce Willis, voilà. D'ailleurs, c'est un réel important, putain, j'ai oublié. Qui c'est qui a réalisé ce truc-là? Putain, j'ai pas noté les réalisateurs, je suis trop con, je suis un connard. C'est le... Voilà, Eli Roth, exact. Eli Roth, évidemment, le réal des Cabin Fever. Cabin Fever, c'est génial. Et du coup, le voir faire un petit film avec mon Bruce adoré. Aussi, et puis c'est un film sympa, en vrai, c'est un film sympa. Qui met vachement la carte du trash, c'est un film de vengeance, hein, c'est ça qu'il faut savoir, c'est un film de vengeance bien trash. En fait ils ont vachement mis leur com là-dessus, donc je m'attendais à un truc hyper poussé, hyper violent, ça allait par moments, et par moments ça allait beaucoup moins, et finalement ça représente une toute petite partie du film en fait. Et moi je m'attendais à un truc vraiment plus hardcore, et c'est ce que j'aurais aimé voir, surtout venant de la part de Eli Roth, qui est complètement niqué de la tête. Voilà, moi c'est ce que j'aurais aimé voir, mais ce que j'ai pas trouvé, voilà ce que j'attendais, donc un peu déçu, mais Bruce Willis, et puis bon, ça reste quand même un film sympa. Ensuite, je voulais mentionner Upgrade, de Leigh Whannell, que je ne peux pas détester. Objectivement, ce qu'il fait, c'est pas ouf, je suis complètement d'accord. Leigh Whannell, c'est le poteau de James Wan, hein, qu'on voit dans Saw, hein, j'en ai déjà parlé, il me semble, dans l'an dernier, ou dans une autre vidéo, je crois que j'en ai déjà parlé en vidéo. Il s'est pas beaucoup donné de moyens, en fait, sur le reste de sa carrière. Il est resté très en sécurité en fait dans sa réalisation, dans les projets qu'il prenait. Et Upgrade pour le coup m'avait vachement intrigué, bah déjà parce que c'est Leigh Whannell, enfin je comprends qu'il y a plein de gens qui doivent le détester pour plein de raisons, pour plein de films, Insidious, c'est dégueulasse. Je sais pas, j'aime ce mec, je l'aime d'amour, et il fait un film qui fonctionne. L'univers du film franchement est plutôt pas mal, plutôt bien pensé et assez original en fait.
Surtout dans le ton qu'il choisit pour le mettre en scène. Côté un peu aérobot, mais très très sombre, très dark. Et plutôt plausible finalement. Mais la fin, voilà, moi c'est toujours les fins qui me bloquent, vous le savez. Ma question principale autour du cinéma, et de comment moi je perçois un film, pour que vous compreniez un peu mon point de vue, c'est... Est-ce qu'on peut faire un très bon film sans une très bonne fin? Il y a plein de films qui, justement, saccagent... On va en reparler, de toute façon, les 2 films d'après, c'est la même chose à peu près. La fin est saccagée. C'est dommage, en fait. C'est dommage. Mais le délire, vraiment, est très bon. Je trouve que c'est vraiment un super film de divertissement. Ça reste quand même super cool à mater. Super drôle, en plus. Moi, je me suis bien marré devant. C'est un film de vengeance, aussi, tout comme putain, Death Wish. Mais plus délirant, plus poussif, pour le coup. Voilà, là, vraiment, on a des vraies scènes trash vraiment badantes, mais avec un ton assez léger, puisque ça met en scène un personnage qui ne contrôle pas vraiment ses mouvements, et qui va poutrer du mercenaire, de mafieux, à grands coups d'arrachage de nuque et de mâchoire. Enfin, c'est dégueulasse, c'est immonde. Mais le mec, du coup, il est en mode « Ah, c'est dégueulasse, machin », parce qu'il est contrôlé par une IA. Et c'est très drôle de voir un mec mettre des grosses mandales avec une tête qui fait « Ah ». Moi, ça me fait délirer, je trouve ça marrant. Mais bon, au-delà de ça, ça va pas plus loin. Pour conclure ces mentions honorables, je vais aborder le cas de Hérédité et de Housewife, qui ont à peu près le même problème, dont on a beaucoup entendu parler, qui ont fait vraiment beaucoup de bruit, et je m'attendais à tellement mieux. Les films sont bons, franchement, l'ambiance autour, etc., les cadrages, la réalisation, la mise en scène, l'histoire, c'est très bien, mais dans les 2 cas, à vouloir trop en faire, à trop pousser le délire, ça devient vraiment ridicule. C'est bien d'assumer ses idées. C'est quand même mieux de pas partir en couille. Et c'est très dommage dans le cas de Housewife et Hérédité. Voilà. Hérédité qui part sur une fin totalement à l'ouest. Enfin, le problème c'est que c'est assez simple en vrai de comprendre la fin, mais tu te dis non, ça peut pas être ça. Eh bah si. Mais dans le cas d'Housewife, c'est pas pareil, parce que dans le cas d'Housewife, les 2 premiers tiers du film sont vraiment trop bien. Jusque là, je pensais vraiment qu'il allait atteindre vraiment le haut de mon classement. J'étais en mode, putain, mais comment ça déchire. Pendant tout le dernier tiers du film, j'étais en mode... Ah, d'un film qui fait Enfin, il y a une rupture de ton que je n'explique pas, qui vraiment vient poutrer un film qui avait un énorme potentiel, et ça, je le pense vraiment. Est arrivé le dernier tiers, et... C'est dommage. Je me dis, non, saccagez pas votre film, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Vraiment très dommage pour le cas d'Housewife, parce que vraiment, ça aurait pu être un très bon film. Sur ce, on va attaquer notre fameux top 10 de l'année. Incroyable, à la 10ème place, un film Netflix. Et oui, parce que la nouveauté de cette année, bien sûr, comparé à l'an dernier, c'est que Netflix est là, on va parler Netflix, on va encore en reparler. Toujours est-il que je vous présente du coup Le Bon Apôtre de Gareth Evans. Le film payait pas de mine, hein. Je l'ai pas du tout eu sur ma liste en début d'année en mode putain ce film il faut que je le mate, je l'attendais pas du tout. Puis vient un soir du coup je regardais du coup les sorties Netflix dans la catégorie film d'horreur, et je suis tombé là-dessus, bon, why not? Et quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur un film... Est-ce que c'est le moment de défoncer mon canapé, mon petit chat? Non. Non, bref, quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur finalement un très bon film. Je vois le topo, le personnage principal va retrouver sa sœur en échange d'une rançon, sœur qui a été capturée par une secte isolée, on va dire, de la société, donc qui se tient en autarcie sur une île un peu paumée. Mais toujours est-il qu'on part de ce postulat-là, et donc le personnage qu'on suit va donc tenter d'infiltrer cette secte, et on va en comprendre les enjeux, qui sont-ils, comment vivent-ils, qu'est-ce qu'ils prient, l'origine de cette secte, et franchement l'histoire est vraiment passionnante. Je vais être formel avec vous, la forme est pas si dingue que ça. Il y a quelques très beaux plans. Soit c'est des plans, on va dire, basiques de trucs de production de télé, soit t'as des plans, mais... Ah, et ça me faisait mal de voir des plans pareils sur un vieil écran de PC dégueulasse, quoi. Je me dis, mais ça, il faut que ce soit projeté au cinéma. Netflix, sortez vos films en salle, please, pour des beautés visuelles pareilles. Il y a certains plans qui sont magnifiques. Je sais pas si je vais avoir la foi de retrouver des screens, je vous les mettrai si j'arrive à en reprendre. Mais il y a quelques plans qui sont d'une dinguerie. Et bref, au-delà de son imagerie, tantôt singulière, tantôt magnifique, c'est sa grosse mère, on a quand même une patte, un style assez graphique et viscéral quant
Quand j'ai pas envie de spoiler, le rapport à la nature, etc., qu'entretient la secte, on va dire. Parce que quand vous voyez le film, vous voyez de quoi je parle. Que je trouve vraiment stylé. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est dur. Je vais essayer de vraiment de pas spoiler vraiment. Mais prendre en compte que c'est l'inverse des 2 derniers films dont je viens de parler. Pour le coup, la première moitié, bon, c'est de l'enquête, machin, on s'emmerde un petit peu. Mais la deuxième partie... Mouah, molto bene. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense, pour vous donner l'envie, vous dire, allez regardez Le Bon Apôtre, ça déchire, c'est trop bien, c'est une très bonne surprise, et je suis trop content de pouvoir vous en parler. En 9ème place, nous avons le Paranoia de Steven Soderbergh. Et bah putain, est-ce que j'ai besoin de présenter Soderbergh? Je ne crois pas. Et déjà, le fait que ce soit un film un peu de genre, donc sur la paranoïa, hein, vous n'êtes pas si con que ça. Le parti pris visuel est d'avoir, de Soderbergh sur ce film-là, je sais pas si vous avez entendu cette histoire, c'est d'avoir tourné tout son film à l'iPhone, en fait. Je sais plus quel iPhone exactement. Et ça donne des échelles de plans vachement étranges, vachement distordus, qui correspondent étrangement très bien, en fait, avec la sensation de parano. Enfin, t'es pas bien, tu regardes les plans, t'es pas bien, tout est à des échelles étranges, les perspectives sont dilatées, enfin, c'est très bizarre, mais très chouette à regarder, du moins dans ce style de film, et du moins dans l'ambiance que le film essaie de transcrire. Ensuite, il y a toujours cet élément qui moi me fascine vraiment, et que je cherche toujours justement dans le cinéma de genre, et dans ce style de réalisation, c'est toujours le rapport qu'on a, nous, spectateurs, à l'image, et ce qui nous est montré, avec tout ce qui est du processus de... Bref, le truc là, d'incrédulité, là, mes couilles, putain, j'ai oublié. La suspension consentie de l'incrédulité est un mécanisme mental qui concerne la fiction. Le fait qu'on accepte qu'on regarde une fiction, mais qui en échange d'un univers cohérent, nous permet de croire en tout ce qui nous est montré. Moi, c'est un élément qui me fascine beaucoup, et justement dans le cas de Paranoia, comme on est dans la tête d'un personnage qui est parano, j'ai l'impression de me répéter, c'est terrible. Ajouter en plus ce visuel, plus le fait que l'intrigue et l'ambiance reposent justement sur est-ce que ce que le personnage voit et vit est réel, ou est-ce que c'est juste dans sa tête? Et finalement, avant la fin du film, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Et c'est ça le gros point positif, c'est qu'il lâche pas en fait son amorce de tension et d'ambiance avant la fin du film. Vraiment, on garde ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vraiment le film explose entre guillemets, et que tu sois là sur ton siège et que tu fasses... Ah, ok. C'est vraiment un film qui t'accroche, hein, qui tient de ouf. Même les vues à l'iPhone t'empêchent pas de faire en plus des beaux cadrages. En plus, vraiment, c'est à l'iPhone, c'est bien filmé. Donc, merde, achetez des iPhones et faites des films, quoi, putain. Numéro 8, A Quiet Place de John Krasinski. Bref, A Quiet Place, vous en avez tous entendu parler, qui est là avec Bird Box, qui est sorti il y a pas très longtemps, que j'ai pas regardé du coup, bah tant pis. C'est dommage, mais tant pis. A Quiet Place qui jouit déjà d'une très bonne mise en scène, d'un postulat de base hyper intéressant, dont j'avais déjà parlé avec... comment il s'appelle Inside, qui est d'ailleurs dans mon top de l'an dernier. Alors regardez, faites-moi des vues, please, au secours. Où je disais justement que dans les films d'horreur, dans les scènes de tension, etc., on se repère beaucoup au son. Et faire un film, justement, où tout le postulat de base, c'est au moindre bruit, tout peut partir en couille, et que le film l'assume, et joue beaucoup là-dessus, sur des scènes qui, du coup, partent très rapidement en vrille, juste à cause d'un petit détail. Le film réussit très bien à mettre, justement, déjà à préparer à la tension, à mettre une ambiance, ça craint, vraiment, t'es devant le film, toi non plus t'es pas bien, tu sais que t'es au taquet, même toi devant ton film tu fais aucun bruit, donc déjà le spectateur joue vachement le jeu du film. Et quand ça arrive, bref, les scènes où tout part en couille sont vraiment très bien amenées, quoi, et c'était vraiment le truc à pas rater, c'est même très bien réussi. Donc voilà, en plus d'avoir des monstres hyper stylés, je m'attendais pas à voir du numérique sur ce film-là, pas du tout. Je pensais que ça allait être un film plutôt calme, plutôt lent, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Il se passe plein de trucs, même s'il y a aucun bruit, l'ambiance est toujours là en fait. L'ambiance ne décroche jamais, il y a aucun moment vraiment de relâchement, comme c'est le cas pour les personnages, ce qui fait que du coup on est hyper investi dans le récit, et carrément c'est un film qu'on ne lâche pas, quoi. T'es devant, t'es crispé, tu joues le jeu, et puis c'est la preuve de bien gérer son ambiance. C'est une preuve d'une bonne technique de réalisation, bref, vous m'avez compris, c'est de la bonne cam, sa mère. Oh, j'ai la haine, faut que je refasse la prise, tout ça, parce que j'ai changé cette putain de batterie de merde à recharger. Bref, je disais en 7ème place, Mandy, avec notre copain Nicolas Cage, réalisé par
Panos Cosmatos. Finalement, ça aurait été vraiment l'année des sectes et des films de vengeance, putain. Encore une fois, c'est un film de vengeance, parce que j'adore les films de vengeance de façon de base. Et surtout, quand ils revendiquent ce côté hyper trash, je trouve que ça colle vraiment bien au film, ça grince beaucoup. Et dans le cas de Mandy, c'est totalement assumé, c'est poussé jusqu'au bout, et c'est superbe, c'est un super tour de force. Mandy, de quoi ça parle? Bah tout simplement, je l'ai dit, c'est un film de vengeance. Où Nicolas Cage se voit faire tuer sa femme devant ses yeux par une secte un peu chelou, comme toutes les sectes finalement. Et on va donc retrouver dans cet univers de vengeance le retour de Nicolas Cage à son rôle d'espèce de bûcheron bourrin ultra vénère, hyper badass, que j'avais déjà vu dans un autre film, il me semble. Il avait déjà pris ce style de rôle, je sais plus dans lequel, si vous voyez de quoi je parle. Et donc Mandy, le premier truc qui saute aux yeux déjà, c'est son esthétique hyper coloré, déjà, bah ça se voit sur l'affiche déjà. Le film est blindé de lumière colorée, de couleurs dans tous les sens, ça flash, c'est très beau à regarder, vraiment. Il y a des très beaux jeux de lumière, des jeux d'ombre aussi, de clair-obscur, dans des moments où il y a une attaque, du coup quand les mercenaires de la secte arrivent chez Nicolas Cage pour lui choper sa femme et lui par ailleurs aussi, parce qu'ils vont tous prendre cher dans leur cul. Non merde, c'est pas ce que je voulais dire. Donc c'est basique, hein, les films de vengeance, donc ça va être un peu la quête initiatique de Nicolas Cage, qui est là tout sanguignolant, qui part retrouver les tueurs de sa femme, tout en passant du coup par plein d'étapes, jusqu'au grand big boss de la scène, enfin de la secte pardon, qui justement, je voulais dire, je l'ai dit dans la prise d'avant, a une scène, putain, je regardais le film avec ma copine, il y a une scène de dialogue, plutôt de monologue même, où c'est le boss de la secte qui, après avoir capturé la copine, la femme de Nicolas Cage, l'attache sur une chaise et lui explique plein de choses, sa philosophie, etc. Et c'est un plan qui est vraiment très hypnotisant parce que justement, c'est filmé de manière très hypnotisante, très psychédélique, de manière que on n'a rien écouté de ce que le boss de la secte disait à la femme de Nicolas Cage, dont j'ai oublié le nom, et qui est un sacré... Bon, je vais pas m'étendre. Un sacré beau bout de femme. Je dois dire que ouais, cette scène slash ce plan est très particulier puisque c'est juste en fait un plan du boss de face justement à la caméra, donc il s'exprime à travers la caméra à la femme de Nicolas Cage comme ça, et pendant qu'il explique toute sa philosophie, sa vision du monde, ses motivations, etc. Il y a du coup le visage de la femme de Nicolas Cage qui se dessine un peu, qui retranscrit par-dessus le visage du boss. Tantôt c'est juste un bout d'œil, tantôt c'est la moitié du visage, tantôt c'est tout le visage, tantôt après ça redisparaît, puis ça revient. C'est vraiment... Je pense qu'on peut résumer l'esthétique du film vraiment à ça, en fait, pour vous dire à quel point c'est... Bah, c'est des visions, vraiment, des visions. On est vraiment dans un autre monde, dans un monde vraiment où tout est distordu, tout est chaotique, tout est sombre, tout est dégueulasse, tout se mélange. Et ça va sans doute avec le sous-texte religieux du film. Je me souviens plus les détails, mais justement ma copine m'en avait parlé. Et je pense que ça pourrait en faire aussi, justement, je pense que Mandy pourrait devenir un très bon sujet d'analyse et possiblement une vidéo, possiblement peut-être dans le futur. Si jamais je trouve des trucs intéressants à dire dessus. En tout cas, c'est certain qu'il y a plein de choses qui sont cachées entre les plans, vraiment. C'est voilà, le genre de film qui se lit entre les lignes, enveloppé dans une forme colorée, vraiment très hypnotisante. Donc ça reste vraiment un très chouette à mater, en plus d'être du coup, je suppose, un bon sujet d'analyse. Il faudra que je fasse plus de recherches dessus. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intrigué, en tout cas, comme ce film m'a énormément intrigué. Ce qui en fait, pour moi, un très chouette film, une très belle expérience de cinéma, puisque c'est le genre de film, visuel qui se ressent quand t'es devant l'écran, quand t'es devant ton écran. Tu regardes, t'es happé vraiment par les images. Et ça, c'est les couleurs, les cadrages qui te parlent, qui t'emmènent, vraiment, qui prennent part au récit, quoi. Et ça en fait vraiment un très chouette film à regarder, un très bon moment. Et comme je le disais, vraiment très trash, et dans ce style de film de vengeance, moi, j'adore. Alors, 6ème position, Les Affamés de Robin Aubert, un confrère québécois. D'ailleurs, ce film est aussi disponible dans le catalogue Netflix, et vous devez le regarder, en fait. Parce que un film de zombies québécois, je crois que c'est une des meilleures putains d'idées que l'être humain ait pu avoir dans les dernières années, quoi. C'est rien que ça, rien que pour ça, vous devez le regarder. Au-delà de ça, le film est bon, il y a plein d'éléments d'intrigue très étranges. On est dans un film de zombies, vraiment, qui mélange un peu l'absurde, le paranormal, des visions un peu étranges. On sent vraiment que les personnages sont en total décalage, en totale perdition vraiment dans leur monde. Parce que voilà, c'est drôle, il y a un personnage vraiment qui est le personnage principal, qui fait toujours des blagues nulles, mais
c'est tellement le film de zombies, je pense, enfin, l'univers zombie, voilà, c'est comme ça que ça se passe, on n'est pas Brad Pitt dans World War Z, je sauve ma famille, machin, non, c'est, je croise des gens sur le bord de la route, on déconne un peu, on boit une bière, c'est un film, ça respire le Québec, ça respire l'âme du Québec. Si t'habites en Abitibi, parle-moi du Canada, merde. Pareil, je pense qu'il y a plein de trucs à analyser dans ce film, il y a un délire avec des chaises, enfin, c'est pas vraiment des zombies, hein. C'est pas vraiment l'image du zombie qu'on a, hein, l'image du zombie moderne, c'est pas exactement ça, c'est plus insidieux. Les codes sont à peu près les mêmes, voilà, partez du principe que c'est les mêmes codes du film de zombies, tout ça dans un univers et une forme vraiment, à la fois, ouais, quand même très en décalage avec ces codes-là, ce qui en fait un film très atypique, en fait, finalement. Très atypique, mais à la fois drôle, à la fois qui fait quand même bien flipper par moments. En tout cas, l'ambiance que je pense le réal a voulu transmettre dans ce film est très bien retransmise. Il a eu quelques salutations à Gérard Armer, il me semble, et à raison, c'est vraiment un très chouette film. C'est bon, ça fait plaisir d'avoir des copains francophones qui font des films de cette envergure-là. Semi-cocorico, pour Les Affamés, incroyable. Regardez Les Affamés. En 5ème position, nous avons Climax de Gaspard Noé, évidemment. J'en ai fait une petite après-séance, mais ça, du coup, vous savez déjà ce que je vais en dire. Hein. C'est Gaspard Noé, je suis tellement fan de son style, même si mon préféré restera toujours et encore Enter the Void. Hein. Là, tu sors de la salle de Climax, t'as juste envie de... J'en veux plus. Moi, je suis addict à Gaspard Noé, je suis vraiment accro à son style, accro à tout ce qu'il transmet, tout ce qu'il met dans ses images, tout sa direction d'acteur, le pouvoir vraiment de ces films qui te font décoller qui te font péter le cerveau, quoi. Moi, ça me fascine, et Cocorico, sa mère, quoi. Gros Cocorico. Et comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas familier avec Gaspard Noé, c'est le moment. Avec Climax, c'est le moment. C'est tellement le film qui introduit vraiment au style de Gaspard Noé, parce qu'il est pas trop long, parce que vu qu'il a l'habitude de faire des films assez longs, son style est bien en exécution, même si, bon, on est quand même moins perdu que dans plein d'autres films. Il n'y a pas de longueur, vraiment, je pense que pour un néophyte, c'est le film à voir. Mais tout ça, après, je vais pas trop m'étendre dessus, parce que j'ai déjà tout expliqué dans mon après-séance, je vais pas me répéter non plus. Et la conclusion, c'est vraiment que Climax, ça déchire. Vive Gaspard Noé et vive la France. Bah oui, bien sûr, putain. Allez, on passe au 4ème point, avec Annihilation d'Alex Garland. Putain, encore du Netflix, toujours du Netflix. Mais sortez vos films en salle, putain. C'est quoi l'actrice? C'est Portman, je sais plus, putain, l'actrice. J'oublie toujours son nom. Si, je crois que c'est Portman, oui, c'est Nathalie Portman. Oui, ah oui. Ah oui. Dans tout ce qui me passionne vraiment dans le cinéma de genre, c'est les bestiaires de ouf, les créatures un peu cheloues, un peu fantastiques, et avec Annihilation, on est servi. Je sais pas si vous êtes familier avec la saga de bande dessinée Beltégeuse, Altébaran et tout, que moi je lisais quand j'étais haut comme ça, et qui me fascinait de ouf, parce que voilà, il y avait plein d'espèces... On vivait vraiment on avait vraiment des personnages dans cet univers qu'on connaît, nous, qui est le nôtre, avec plein d'animaux un peu modifiés, un peu chelous, et voilà, on a ça dans Annihilation, et le voir en image, et aussi bien dans une atmosphère aussi étrange, ça me... C'est vraiment un truc que je voulais voir au cinéma, et que maintenant on a, et j'aurais aimé... Il y a des plans tellement beaux, ce genre de plan large, magnifique, que je veux voir sur des grands écrans. J'irai pas, peut-être que voilà, j'irai sans doute pas les voir moi, mais je veux que ce soit diffusé comme ça. Les images de ces réals pour ces films-là soient montrées sur des grands écrans, parce que quand tu les regardes, tu te dis mais c'est des films de cinéma, c'est pas... J'adore l'investissement que met Netflix pour plein de créateurs d'accomplir, pour créer plein de films super, mais il y a des films... Putain, ça fait chier d'être bloqué sur un petit écran. C'est le seul reproche que je peux faire à ce système de production Netflix. Mais en même temps, quand on a ce genre de cadeaux, on peut pas... À la fois on les déteste, à la fois on les adore. Mais pour revenir à Annihilation, donc c'est un film vraiment qui part à la rencontre de l'étrange, vraiment. Donc il y a cette rupture déjà du monde dans lequel on vit, qui nous est présentée au début du film, en introduction. Donc voilà, cette atmosphère de monde normal qui nous est... Donc voilà, ça fait écho justement à la saga de BD dont je parlais juste avant, où on est introduit d'abord dans notre monde normal,
Puis un élément déclencheur d'origine extraterrestre, il me semble que c'est ça dans le film, vient interférer à un certain endroit du globe, à savoir l'Afrique du Sud, si je dis pas de conneries, si je me souviens bien. Et voilà, donc on suit après Nathalie Portman qui part à la recherche de l'équipe de chercheurs qui étaient partis en reconnaissance avant, elle a sa petite équipe aussi, et qui vont passer par plein de nouvelles découvertes, et c'est ça, c'est trop bien, c'est Pokémon, j'adore. Moi, je suis pas objectif là-dessus, je suis sûr que plein de gens le mettront vachement plus bas dans leur classement, mais ça apporte tellement d'éléments qui, moi, me touchent, que j'avoue que, pour le coup, Annihilation, je ne suis pas du tout objectif. C'est Pokémon, c'est la saga de BD dont je parlais, c'est ce que j'attendais en image, et c'est hyper bien retranscrit, la fin est vraiment une fin, en fait, ce que je reproche, quand je parlais plutôt de mauvaises fins dans des bons films, qui fait que ça désacralise tout, c'est que c'est une montée, et là, la montée, tu la ressens bien, parce que c'est vraiment là où ils se sont dit, on va pousser le délire jusqu'au bout, et on va se faire cette fin incroyable, que je pourrais pas vous détailler, parce que ça va avec tout le film, en fait. Si on vous raconte la fin, même si on vous spoil juste la fin, vous allez rien comprendre. Ça va avec tout le reste, en fait. Tout est complémentaire dans ce film, ce qui en fait un objet filmique, juste indissociable du reste, et unique, et... c'est un bonheur. J'adore Annihilation. Regardez Annihilation, c'est sur Netflix, c'est une dinguerie, j'adore. C'est qu'on approche de la fin, hein, qu'on est sur le podium là déjà. C'est un film qui a fait l'unanimité, hein, qui a fait l'unanimité à Cannes, qui a fait l'unanimité cette année, et qui, je pense, fera l'unanimité dans tous les autres tops de chaînes de ciné que vous verrez sur cette fin d'année. Et ce film, évidemment, c'est La Forme de l'eau de Guillermo del Toro. Tout a été dit sur ce film-là, c'est les fables de Guillermo del Toro, un bon Guillermo del Toro, entre guillemets, à l'ancienne, tu vois. Mais c'est ce genre de conte, de fables qui manque, en fait, cet esprit de fables fantastiques, modernes, avec de nouveaux monstres, donc évidemment, on est concerné de l'inspiration qu'a eu Guillermo del Toro par... The Creature of the Black Lagoon, je connais pas le titre en français, qui est un très très vieux film, quoi. Bon, qui, pour le coup, n'a rien à voir avec l'histoire de La Forme de l'eau. Voilà, c'est vraiment un film enfantin, fait pour tout le monde, dans une mise en scène incroyable, des cadrages magnifiques, des décors de ouf. Moi, qu'est-ce que je dis, ce film est incroyable, c'est un monument, et y a rien d'étonnant que ce soit un film qui fasse l'unanimité comme ça. C'est clairement un très grand film qui va faire partie intégrante des gros films de ces dernières années, dans la filmographie del Toro comme dans les films fantastiques, dans le cinéma fantastique actuel. C'est touchant, c'est l'aventure, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça m'a fait penser à du Jean-Pierre Jeunet. Moi, Jean-Pierre Jeunet, j'adore, ça fait vraiment dans son style, tu vois, d'une actrice, d'un personnage joué par une actrice qui est un peu retirée, un peu timide dans le récit, qui se fait un peu pousser par les autres, etc. C'est vraiment ce côté Monsieur Tout le Monde, / Madame Tout le Monde, qui met un pied dans un monde, qui vit dans un monde un peu dégueulasse, un peu monotone, terne, qui met un pied dans le fantastique, et considérant toutes les mauvaises choses qu'il peut apporter, vit des aventures incroyables, juste en prenant des risques. C'est beau. Moi, c'est une forme que j'aime, c'est La Forme de l'eau. C'est un grand film, y a pas à chier plus loin, quoi. On pourrait... S'il faut s'attarder dessus, on en a pour des heures, faut bien résumer la chose. Je sais jamais conclure, c'est trop chiant. J'essaie de m'arrêter à chaque fois dans ce que je dis, mais c'est que je me force à pas déborder pour en arriver à des heures de vidéo, quoi. Allez, on va se bouger le cul un petit peu. Deuxième position, je suis circonspect. Je suis dans l'égarement le plus total, puisque il s'agit de Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell, qui nous avait pondu précédemment It Follows. Et comme si vous avez vu le top de l'an dernier, je n'aime pas It Follows, je me fais chier à mort devant, je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit que ce film est trop bien. J'aimerais qu'on m'explique, expliquez-moi là en commentaire, pourquoi It Follows ça déchire, je ne comprends pas. Je ne saisis pas l'intérêt de ce film. Mais, aujourd'hui, on parle pas d'It Follows, on parle de Under the Silver Lake, qui est un film fascinant, qui me donne envie de mettre pause toutes les 2 minutes pour mettre sur un carnet
tous les détails qu'il y a. Puisque, pour vous la faire courte, avec Under the Silver Lake, on est autour de tout ce qui est conspiration, théorie du complot, et il y a énormément de choses qui nous sont dévoilées pendant le film, mais que c'est qu'à la fin, on en dit « Hey, tout ce que t'as vu là, c'était pas pour rien. » Mais tu fais pas attention, ça tu fais pas attention. Et justement, c'est trop bien, parce que après, justement, ça donne envie de mener toute une enquête à travers tout le film. Ce film est une enquête. Regardez-le une fois, et osez me dire que vous avez pas envie d'analyser le moindre plan, le moindre reflet dans une fenêtre, et c'est un film qui rend parano, et c'est totalement en accord avec ce que le film dégage comme atmosphère, comme univers, et c'est une expérience de malade, enfin c'est une réussite totale, je veux dire. Je suppose que c'était ça le pari, de déclencher des interactions d'enquêteurs par le spectateur au travers du film, sachant que c'est ce que le film met en scène avec les personnages qu'on suit, qui sont en totale paranoïa encore dans ce qui leur arrive, ce qui se passe autour d'eux en fait. Et on en revient encore à notre place de spectateur, nous devant des films, puisque le personnage, voilà, est exactement dans cet état d'esprit de nous, personnes normales. Est-ce que tout est vrai? Ou alors, est-ce que tout est vrai? Est-ce que tout est faux? Est-ce que ça c'est vrai? Et on doute de tout, et on doute Et après on commence à douter du film, puisque, évidemment, ça c'est un truc auquel le réal a forcément réfléchi, puisque un film pareil, et un réal aussi validé que celui-ci, ne peut pas laisser juste popper comme ça dans son film. Tout doit être réfléchi, au moins dans ce film-là. Et moi, ça m'a donné envie, vraiment, juste après, de me remater le film, avec un petit carnet de tout noté, puisqu'il y a énormément d'éléments d'enquête qui sont dans le film pour l'enquête que mènent les personnages, qui doivent sans doute mener à autre chose dans le film. C'est un film passionnant, je trouve, et vraiment à se repencher dessus. C'est un film à voir, revoir, re-revoir, mais pas en tant qu'analyse, tu vois, vraiment en tant qu'enquête. Et je trouve que c'est une putain de bonne idée. Vraiment, ça remet tout en cause, ça remet tellement de choses en cause, voilà. C'est un film, je pense, vraiment important, pas pour ce qui va être du cinéma, etc., mais du traitement, voilà, du spectateur, et moi, comme je vous l'ai dit, c'est un truc qui me passionne, donc je vais sans doute m'y hâter très rapidement, vite. Mes chers amis, on va passer au numéro 1, et mais putain, quand je l'ai vu, je savais qu'il serait numéro 1, quand je l'ai vu, je savais qu'il serait numéro 1. C'est un peu plus long que ça. Ghostland de Pascal Laugier. Ghostland, c'est... Je n'ai plus les mots. C'était... Non, mais... Enfin, je me sens con, parce qu'on a eu... Tu vois, j'ai vraiment l'impression que l'année a été très bonne, et je n'ai plus de mots pour Ghostland, qui est vraiment mon numéro 1, parce que l'ambiance... Parce que tout, l'esthétique, c'est vraiment un mix de tellement de choses, c'est un métamorphe de tout ce que j'aime en fait. C'est vraiment le melting pot de tout ce que j'aime dans le cinéma de genre. Donc, on en revient à ce que je disais, la place du spectateur, les créatures cheloues, des atmosphères très viscérales, très dans la tension, vraiment, une tension qui dure, très bien gérée, des retournements de malade, enfin... Incroyable. Et Mylène Farmer. Mylène Farmer, est-ce que c'est pas aussi... Alors, des films de zombies québécois, déjà, la foule est en délire, mais mettez-moi un film d'horreur avec Mylène Farmer, une fois de plus, je ne suis pas objectif, j'arrête de faire des vidéos parce que, voilà, j'ai trop de points faibles, mais Ghostland, vous devez, là, c'est même pas regarder, c'est vous devez voir Ghostland, vous devez voir cette horreur-là. Ça, c'est l'horreur telle que je me la conçois, on voit l'horreur dans le quotidien, dans les petites choses, dans ce qu'on nous montre et ce qu'on ne nous montre pas, et ce qu'on croit dans ce qui nous est montré. C'est quelque chose vraiment de fascinant. Je n'ai pas de mots pour Ghostland. Il faut que vous regardiez Ghostland pour tout ce qu'il fait. La moindre fibre de ce film est un déchirement, est un couteau sur la peau. C'est terrible. Mais je pense que ce film va marquer énormément de choses.
Du moins, je l'espère. Et c'est ce que je voudrais, parce que... je n'ai pas de mots pour Ghostland. C'est terrible. C'est terrible. Vous devez voir Ghostland. Je peux pas vous en parler, en fait, tel quel. Parce que il y a tellement d'éléments d'intrigue, tellement de choses à découvrir, que je peux pas me résoudre à vous parler d'une microseconde de Ghostland, tellement tout est parfait, en fait. Bon, oui, je conçois que j'hyperbole beaucoup, mais sachez que si je l'ai mis en numéro 1, c'est pas pour rien. Et si vous le regardez, et vous êtes amateur de genre ou même pas, je pense que n'importe qui peut regarder ce film et ressentir énormément de choses. Donc regardez Ghostland, et vous comprendrez ce que je veux dire, et vous serez comme moi en mode « Je ne peux pas en parler, il faut le voir, il faut le voir ». Et c'est incroyable. C'est ça, c'est la magie du cinéma, c'est formidable. Et à la fois je me déteste, hein, parce que j'aimerais dire tellement de choses dessus. Mais il faut que vous regardiez Ghostland. Il le faut pour le cinéma français. Bon, c'est pas une production française à 100%, mais on a un réal français, on a une actrice chanteuse française, parce que Mylène Farmer, elle déchire dans son rôle. Putain, elle déchire sa grosse mère, hein. Voilà, moi je veux un Oscar pour Mylène Farmer. Voilà, Road to Oscar. Ghostland et Mylène Farmer, Road to Oscar 2019. J'y crois à mort, faites une pétition. Et voilà quoi, regardez Ghostland, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est sûr, ah là là. Sur ce, c'est là que s'achève le top de cette année 2018, en termes de bons films d'horreur, je vous le dis, hein, je vous le redis, on a eu vraiment de la putain de bonne cam hein, cette année, alors là, faites-vous obligatoirement, s'il y en a que vous n'avez pas vu, faites-vous obligatoirement à partir du 7. Vous faites Mandy, Les Affamés, Climax, Annihilation, La Forme de l'eau, Under the Silver Lake et Ghostland, et vous faites une putain de bonne semaine quoi. Un film par jour comme ça, vous faites la meilleure semaine de votre vie. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, et puis à très très bientôt, écoutez, pour parler de plein de films, des films d'horreur, des films qui font peur, mais qui nous font aussi beaucoup de bien. Je vous dis salut, et... mais il reste le flop aussi.